Je le mette. Alors, donc je vais garder le micro. Alors, donc là, le titre, c'était « Les pathologies du métabolisme du calcium que le pédiatre doit connaître ». Vous êtes prêts? Alors, donc... Du coup, la façon dont j'ai préparé, c'était plutôt que de faire des listes de maladies, j'ai fait plutôt dans l'idée de comment est-ce qu'on doit réfléchir devant une hypo ou une hypercalcémie. C'est plutôt comment est-ce qu'on doit se débrouiller devant une hypo ou une hypercalcémie, et quelles sont devant ces deux situations les pathologies fréquentes auxquelles on doit penser en premier, savoir les traiter bien sûr, et puis puisqu'on est devant une assemblée de spécialistes, quand est-ce qu'on doit savoir aussi évoquer une maladie rare et pas que être dans la maladie ultra fréquente. D'abord, il faut définir la norme de la calcémie. Et donc là, ça varie pas beaucoup au cours de la vie. Il n'y a pas tellement de normes non plus. On utilise bien sûr les normes du laboratoire. Alors, on a fait une étude à Bicêtre et à Antoine Béclair à la maternité, avec l'aide de mon collègue Mostafa qui est là, que vous connaissez bien, de son équipe. Donc sur 1000 grossesses et donc les nouveau-nés qui sont nés, à 3 jours de vie, la calcémie moyenne, c'est 2,45 millimoles par litre. Vous voyez qu'il y a une belle distribution des calcémies. Et donc, du coup, on peut définir les bornes de la calcémie de 2,06 à 2,73. Voilà. Donc ça, c'est la calcémie normale d'une cohorte de nouveau-nés normale. Et donc, en fait, après, on va définir qu'il faut faire quelque chose quand on est, en gros, à une calcémie à 2 millimoles par litre ou à 2,85 millimoles par litre. Là, il faut commencer à se bouger. Alors, il faut faire attention parce que ça, c'est la calcémie totale. La valeur qui est normalement régulée, c'est la calcémie ionisée. Et que donc il faut avoir quelques notions sur la mesure de la calcémie, que le calcium sérique, il peut être influencé par le pH et il peut être influencé par la protidémie, donc par la maladie hépatique des enfants. Et donc on utilise la mesure de la calcémie totale en pratique courante, en médecine courante, excusez-moi, je suis en plein milieu, et qu'il ne faut pas corriger. Il ne faut pas corriger les calcémies, sauf pour les enfants qui ont des hypo ou des hyperprotidémies. Mais sinon, il ne faut pas utiliser les mesures de calcémie corrigées. Voilà. Alors après, un petit peu de physiologie sur la régulation de la calcémie pour savoir exactement de quoi on parle. Le principe, c'est que la calcémie circulante, c'est une valeur dont on a absolument besoin, qui doit rester dans une fenêtre très très étroite, comme je vous ai dit, entre 2,06 et 2,70 millimoles par litre. Elle ne peut pas en varier parce que sinon, le risque cardiaque est très rapide, de troubles du rythme. Et donc c'est une valeur qui est vitale. Donc c'est une valeur qui ne peut pas dépendre de notre environnement. C'est une valeur qui va être régulée de façon très fine et très rapide. Donc c'est une valeur qui dépend de 3 organes: l'os qui stocke le calcium, le rein qui permet de filtrer mais de réabsorber le calcium très rapidement pour maintenir la calcémie, et le tube digestif qui permet d'absorber le calcium alimentaire. Et donc il y a un équilibre entre ces 3 organes pour arriver à maintenir la calcémie dans cette fourchette très étroite. Et donc, pour arriver à maintenir la calcémie dans cette fourchette très étroite, comme je vous ai dit, ça ne peut pas dépendre de votre environnement et du nombre de yaourts que vous avez mangé aujourd'hui ou hier. Et donc, ça dépend d'un système hormonal. C'est un système qui est endocrinien, qui régule la calcémie. Et donc, il y a 2 hormones qui sont les régulateurs de cette calcémie. La première, on en a déjà parlé, c'est la vitamine D, et en particulier la forme active de la vitamine D, le calcitriol, la 1,25 dihydroxyvitamine D, qui a été produite, comme on a vu tout à l'heure, à partir de la 25-OH, et qui agit donc sur le tube digestif pour favoriser l'absorption intestinale du calcium. Donc elle joue un rôle très important, elle permet d'augmenter la calcémie.
Mais le master, l'hormone chef, la plus importante, c'est la PTH, c'est la parathormone. Donc elle, c'est l'hormone reine. Et donc la parathormone, elle est produite par la parathyroïde et elle a plusieurs fonctions qui permettent de maintenir aussi cette calcémie et de la réguler. Elle va stimuler l'enzyme qui permet la transformation de la 25-OH en A25. Donc c'est elle qui est responsable finalement de la production de cette vitamine D active. Elle va chercher le calcium dans l'os, elle favorise la résorption osseuse, donc elle fait remonter la calcémie, et elle favorise la réabsorption du calcium à partir du rein. Donc son rôle, c'est vraiment de faire remonter la calcémie. Donc la PTH, c'est l'hormone principale. Donc la calcémie est vraiment contrôlée par les hormones. Il y a un acteur supplémentaire il faut avoir un petit peu entendu parler, c'est le récepteur sensible au calcium. En fait, c'est une molécule qui est située à la surface des cellules parathyroïdiennes. Et en fait, c'est un récepteur qui va sentir, dont le ligand est les ions calcium, sont les ions calcium. Il va sentir le niveau de calcium et c'est lui qui va indiquer la quantité de PTH qu'il faut sécréter. Voilà, donc on a une molécule comme ça qui a un sensing qui permet de contrôler le taux de PTH et donc du coup de permettre cette boucle et de permettre de sécréter la quantité de PTH, d'avoir la quantité de vitamine D et de maintenir la calcémie. Voilà, donc une fois qu'on sait ça, on est capable de raisonner devant tous les niveaux de calcémie, hypo ou hyper, et de comprendre les pathologies. Donc, on va commencer par l'hypocalcémie, puis après, j'irai un petit peu plus rapidement sur l'hyper. Alors, quand on découvre une hypocalcémie, on doit faire deux choses en même temps. La première, c'est évaluer la gravité de l'hypocalcémie. Et évidemment, si c'est grave, on démarre un traitement tout de suite, c'est-à-dire la perfusion de calcium, et on donne de la vitamine D, en particulier la forme active de la vitamine D. Et puis, on doit démarrer aussi l'enquête étiologique, parce qu'une hypocalcémie, comme je vous ai dit, comme ça n'est pas régulé par l'environnement, mais que c'est régulé par les hormones, ça révèle toujours une pathologie sous-jacente. Et donc, c'est une pathologie qui implique soit la PTH, soit la vitamine D. Donc, ça révèle toujours une pathologie. Et donc, les enfants sont particulièrement à risque d'hypocalcémie, puisqu'il y a la croissance qui est un gros consommateur de calcium. Et donc, ils ont deux périodes pendant lesquelles ils vont grandir beaucoup et qui sont les deux pics d'incidence d'hypocalcémie, puisque là, les besoins sont encore plus importants. Donc, les adultes n'ont quasiment pas de situation d'hypocalcémie. C'est une maladie qu'ils connaissent pas, alors que nous, en pédiatrie, c'est des situations qu'on voit. Donc, les étiologies, comment est-ce qu'on raisonne devant une hypocalcémie ? Eh ben, comme je vous ai dit, l'hormone reine, c'était la PTH. Donc, pour comprendre ce qui se passe, en premier, il faut doser la parathormone. Voilà, une fois qu'on a la parathormone, on est capable de comprendre ce qui se passe. Donc, on dose la parathormone et on va savoir ce qui se passe. Si la parathormone est élevée, ça veut dire que le corps a bien répondu de façon normale à cette situation d'hypocalcémie et il va falloir chercher un déficit dans l'autre hormone qui est nécessaire au fonctionnement de la vitamine, de la calcémie, c'est le calcitriol. Et donc, on est dans une situation de déficit du calcitriol, de la forme active de la vitamine D, quelle que soit cette situation, un rachitisme carentiel, toute forme de rachitisme. Et si jamais la parathormone est basse, c'est-à-dire que là, elle est donc en fait, il n'y a pas de parathormone, on est dans toutes les situations d'hypoparathyroïdie. Donc il y a deux grandes causes d'hypocalcémie. Les défauts de vitamine D, donc essentiellement le rachitisme carentiel, et les PTH basses, donc les hypoparathyroïdies, qui sont toujours des maladies rares. Voilà. Donc rien qu'avec le taux de la PTH, on sait faire le diagnostic de ce qui se passe. Alors, le rachitisme, un petit point d'arrêt sur le rachitisme, qui est une maladie que j'imagine vous connaissez super bien. Oui.
En France, c'est une maladie qui augmente. On a parlé tout à l'heure des problèmes de supplémentation en vitamine D. On a aussi des problèmes parfois d'alimentation un peu particulière qui fait que les gens ne mangent pas de calcium, enfin les alimentations véganes, etc. Ou alors les laits végétaux et donc tout ça. Donc on se retrouve avec des enfants qui ont des rachitismes. Comme je vous ai dit, il y a une augmentation de l'incidence mondial du rachitisme. Alors, c'est quoi la physiopathologie du rachitisme? C'est des enfants qui ont des apports en vitamine D insuffisants et des apports en calcium insuffisants. Et donc, ils ont un déficit important en calcium qui va augmenter la sécrétion de PTH. On l'a vu tout à l'heure. Et l'augmentation de la sécrétion de PTH va faire fuir le phosphore dans les urines. Donc, ils ont également une hypophosphorémie. Et en fait, le rachitisme, c'est une maladie du phosphore. C'est le phosphore qui induit le défaut d'apoptose, qui induit l'apoptose des chondrocytes et qui donne cette maladie du cartilage de croissance. Bizarrement, c'est pas le calcium, c'est vraiment une maladie du phosphore, le rachitisme. Ça, les néonatologues connaissent ça très bien avec l'ostéopathie du prématuré. C'est vraiment une maladie du phosphore. Et donc, un rachitisme carentiel, c'est quelque chose qui est la combinaison d'un risque d'une carence en calcium et en vitamine D. Si vous avez un peu de manque de calcium ou un peu de manque de vitamine D, vous avez assez peu de risque de développer un rachitisme. Il faut vraiment avoir les deux combinés. Donc, on a parlé des statuts en vitamine D, je ne vais pas en reparler. Et la différence avec l'ostéoporose, c'est que le rachitisme, c'est vraiment une maladie du cartilage de croissance. C'est une maladie de la plaque de croissance et du coup aussi un défaut de minéralisation de l'os. Donc, le développement du rachitisme, c'est une maladie qui s'installe très progressivement dans le temps. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, on la voit arriver. Et donc, parce que, comme je vous ai dit, la demi-vie de la vitamine D est très longue. Donc, le temps qu'on consomme ces réserves de vitamine D, il faut du temps. Donc, d'abord, chez un patient qui est à risque, on a d'abord une élévation, sans aucun signe clinique, on a d'abord une élévation biologique de la parathormone qui va aller chercher le calcium dans le sang pour remonter la calcémie. Puis, on commence à avoir des petits signes cliniques, une élévation des phosphatases alcalines, une calciurie qui est toujours à 0, et enfin seulement apparaissent les signes de rachitisme quand il n'y a plus aucune réserve de calcium et que la calcémie a vraiment baissé. Donc, c'est une maladie qui évolue en plusieurs stades. Les signes cliniques de rachitisme, alors vous les connaissez, c'est les déformations, c'est une atteinte des cartilages de croissance. Donc, ça touche toujours la croissance. Il y a toujours un ralentissement de la vitesse de croissance. Et il y a les plaques de croissance, elles sont élargies, elles sont hypertrophiées. Donc ça se voit cliniquement et ça se voit sur les radios. Donc en fait, c'est ça qu'on voit ici. Ils ont des gros poignets. C'est ça qui donne le chapelet costal, cherchez mes mots, excusez-moi, voilà. Et puis, ils ont aussi le craniotabès. Bon, après, il y a beaucoup d'autres... Et ils ont une amyotrophie aussi qui est très importante, ces patients. Et voilà, donc, vous avez une radio normale ici et l'élargissement métaphysaire. Et comme il y a une PTH élevée, il y a des signes d'hyperpara toujours dans les carentiels. Alors, ces patients-là sont à risque de complications et comme je vous disais tout à l'heure, on décède encore aujourd'hui de rachitisme. Donc, c'est une maladie qui peut être mortelle et en particulier d'insuffisance cardiaque. Et ça donne des cardiomyopathies dilatées et c'est parfois ce qui amène les enfants au diagnostic. Donc, on a eu un enfant comme ça il y a 2-3 mois qui est arrivé pour une cardiomyopathie dilatée en hypocalcémie. Et voilà. Alors, à l'inverse, ça récupère très très bien. Tous les signes de rachitisme récupèrent très vite et très bien, même l'atteinte cardiaque. Donc ça, c'est très bien. Les autres complications sont neurologiques, musculaires, mais il y a une morbidité, une mortalité élevée, en particulier dans les formes néonatales de rachitisme. Les femmes enceintes qui font des grossesses successives et qui ne sont pas supplémentées vont donner des rachitismes néonataux sévères. Alors la biologie, comment ça se présente un rachitisme carentiel? Donc les patients sont hypocalcémiques, on l'a vu, hypophosphorémiques, ils ont une PTH élevée.
Et le signe biologique du rachitisme, c'est les phosphatases alcalines qui sont très élevées dans le carentiel. La vitamine D, elle est toujours effondrée, c'est-à-dire qu'un carentiel, il n'y a pas 10 nanogrammes de 25 OH, il y a 0 ou 1 nanogramme de 25 OH. Il faut vraiment garder ça en tête. Et il ne faut pas doser le calcitriol, la 1,25, parce que parfois elle est élevée. Et donc on ne sait pas très bien pourquoi. Et donc parfois les collègues appellent ou les internes en disant mais non, ça doit être un rachitisme pseudo-carentiel, une résistance à la 1,25, etc. Non, donne une ampoule de vitamine D, tu vas voir, il va guérir. Voilà. Et donc voilà. Donc ça c'est un vrai piège dans le rachitisme carentiel, c'est que la 1,25 peut être élevée. L'autre piège, c'est que la phosphaturie est parfois élevée. À cause de la PTH, ça fait fuir le phosphore dans les urines. Et donc, la phosphaturie, elle est parfois élevée. Donc ça, c'est aussi un piège qu'il faut connaître. Donc voilà, j'ai parlé du carentiel, mais vous qui êtes spécialiste, vous savez qu'il y a d'autres types de rachitisme, en particulier des maladies génétiques, quand on a des mutations dans toute la voie du métabolisme de la vitamine D. Et donc, il y a plein de gènes qui ont été identifiés dans l'hydroxylation dans le foie, l'hydroxylation dans le rein, les cofacteurs, etc. Et la présentation clinique et biologique est exactement la même. Voilà. Le traitement est différent, bien sûr, mais la présentation est la même. Donc, il faut savoir y penser quand le patient ne répond pas à une première ampoule de vitamine D. Alors, comment est-ce qu'on traite un rachitisme ? Eh bien, il faut y aller. Alors, ça ne sert à rien de donner du 1-alpha ou du Rocaltrol. Il faut donner de la vitamine D normale. Voilà. Donc, on donne des fortes doses. Au moins de 12 mois, 2000 unités. Au 12 mois, 2 ans, 3000, 6000 unités. Et plus de 12 ans, 6000 unités. Alors ça, c'est par jour. Moi, là, pour le coup, je pense que comme le rachitisme survient dans des populations où les patients ne sont pas très observants, à mon avis, il vaut mieux donner des ampoules chez ces enfants-là. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, du coup, c'est une ampoule à 50 000 chez un petit par mois pendant 3 mois. Hein, et entre 1 et 12, 150, donc 3 ampoules à 50 000 par mois pendant 3 mois. Et plus de 12 ans, on peut y aller. Hein, on peut donner 3 ampoules à 100 000 unités d'un seul coup. Là, il n'y a pas de risque d'hypercalcémie quand ils sont en hypocalcémie. Hein. On peut charger la mule. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Et on supplémente en calcium. Ouais. Pour tous, la vitamine D doit être associée à une prescription de calcium. On supplémente en calcium, parce que la vitamine D sans calcium, ça ne sert à rien. Donc au début, quand ils sont hypocalcémiques, on peut même mettre une perfusion. Hein. Quand ils sont en dessous de 1,8 mmol par litre, on met une perfusion. Hein, ok. Mais ça remonte tout de suite, en fait. La calcémie, elle remonte tout de suite. Parce que la PTH est tellement élevée, comme la PTH est très haute, le calcitriol, comme je vous ai dit, il est un peu haut. Dès que vous mettez un peu de vitamine D, ça part tout de suite. Voilà, donc ça c'était pour l'hypocalcémie. Je vais aller être plus rapide sur l'hyper, puisque la démarche finalement c'est un peu la même. Là j'ai fait un petit focus sur le rachitisme. Je vais faire un petit focus sur l'hypercalcémie néonatale que vous connaissez bien, parce que c'est des situations qui sont fréquentes, pour lesquelles on a beaucoup d'appels et qu'on voit encore quand même souvent. Donc pour l'hypercalcémie, c'est pareil. L'idée, c'est on évalue d'abord la gravité et on met en route un traitement. C'est-à-dire que là, l'avantage dans l'hypercalcémie, c'est que les bisphosphonates, ça marche chez tout le monde, quelle que soit l'étiologie. Donc quand on a une hypercalcémie grave et qu'on ne sait pas quoi faire, il faut faire une perfusion de bisphosphonate. Et puis on réfléchit après. Hein. Donc voilà, et on fait en parallèle également l'enquête étiologique, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça révèle également une pathologie. Donc les étiologies, donc, de la même façon, on dose la PTH parce que c'est elle qui va vous donner la clé du mystère. Quelle est la cause de l'hypercalcémie? Alors, on est en situation d'hypercalcémie. Quand la calcémie est haute, si vous dosez la calcémie et qu'elle est élevée, normalement, quand on est en hypercalcémie, vous devez freiner votre PTH, hein, parce que vous devez arrêter de produire de la PTH. Hein. Donc si la PTH est élevée, ça veut dire que c'est la cause de votre hypercalcémie. Okay, donc vous êtes en hyperpara. Voilà. Alors ça, c'est rarissime. C'est des pathologies de l'adolescent.
Donc on en voit quand même assez peu, les adénomes. Et on considère aujourd'hui que c'est des maladies génétiques. Hein. C'est soit des syndromes de prédisposition génétique, soit ils sont carrément en cours de leur pathologie génétique. Donc voilà, donc ça, je ne vais pas tellement en parler, en dehors du fait qu'il faut faire une enquête génétique. Beaucoup plus fréquent chez l'enfant, en particulier chez le tout petit. Il vient pour une hypercalcémie, la PTH est basse, donc elle est bien adaptée à cette situation d'hypercalcémie. Hein. Et donc là, première idée, le deuxième dosage à faire, c'est la vitamine D. Hein, puisqu'on descend à la deuxième hormone, la deuxième étape, c'est la deuxième hormone, la vitamine D. Et donc, ce qu'il faut vraiment évoquer, c'est un défaut de la voie de la vitamine D, c'est-à-dire est-ce qu'il y a trop de vitamine D ou trop de calcitriol, il se passe quelque chose, soit c'est un surdosage en vitamine D, soit il y a une pathologie sur la voie de la vitamine D. Donc on va étudier, il y a cette possibilité-là. Si tous les dosages de vitamine D sont adaptés, c'est-à-dire la 1,25 par exemple est très basse, elle est adaptée à cette situation de vitamine D, il vous reste une troisième possibilité, c'est que le calcium ne vienne pas des hormones, mais que ça vienne directement de l'os. Hein. Donc par exemple, une leucémie, voilà, quelque chose, une lyse, un enfant qui est couché dans son lit depuis 1 mois parce qu'il est immobilisé pour, je ne sais pas, une intervention, il lui arrive quelque chose. Et donc là, il y a une lyse aiguë, voilà. Et donc là, libération brutale du calcium à partir du squelette, ça vous freine tout. Voilà. Donc ça, c'est une autre possibilité qu'il faut garder un petit peu en tête. Donc les deux grandes familles, mais vraiment les deux grandes familles qu'on a, je vous ai dit rarissime, l'hyperpara, une maladie de l'adolescent, beaucoup plus fréquent chez le petit, l'hypersensibilité à la vitamine D, mais c'est un groupe hétérogène de maladies. Hein. En fait, ça c'est un mot qui recouvre plein de maladies différentes, dont on va parler un petit peu. Dans tous les cas, c'est très souvent des maladies génétiques, et on va aller vers une enquête génétique à la fin. Donc les nouveau-nés avec une hypersensibilité à la vitamine D, on a fait une étude pour voir un petit peu ce que c'était. Donc, je pense que c'est des situations que vous voyez souvent. Hein, on voit souvent en clinique. Alors soit les patients viennent pour une hypercalcémie en situation sévère, donc c'est des nouveau-nés qui viennent vers 1 mois de vie, à peu près 1 mois et demi, en déshydratation, pas de prise de poids, ils mangent pas bien, ils vomissent, etc. On fait une calcémie, elle est élevée, donc ça c'est la situation plutôt grave. Soit c'est en néonate, il trémule, on lui fait une calcémie, il est RCIU, on lui fait une calcémie, c'est un nouveau-né de mère diabétique, on lui fait une calcémie, toutes les raisons de faire des calcémies, et on trouve, on s'y attendait pas, on trouve une calcémie élevée. Voilà. Donc ça c'est vraiment typique de l'hypersensibilité à la vitamine D. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On dose la PTH, elle est basse, on est dans cette situation-là. Donc c'est assez fréquent, et donc à peu près 5-6% de ces patients ont déjà une néphrocalcinose au moment du diagnostic, donc ils ont été vraiment exposés à une hypercalcémie, une hypercalciurie, et 1/4 d'entre eux sont toujours hypercalciuriques. Donc c'est des maladies qui ont un vrai risque sur le rein. Finalement, assez peu sont des formes graves. La plupart, c'est une maladie bénigne. Donc il ne faut pas dramatiser sur cette maladie. Il faut vraiment rassurer les parents. Ça ne sert à rien de garder les enfants à l'hôpital pour une calcémie à 2,9. Il faut les surveiller cliniquement, mais c'est tout. Les gens peuvent rentrer chez eux, on arrête la vitamine D, tout le monde rentre à la maison. Parce que ça, c'est l'évolution naturelle de cette maladie. Ça, c'est au cours du temps, vous voyez, 1 mois, 12 mois, 20 mois, et puis là, c'est la calciurie à 1 mois, et à 5 mois et à 12 mois. Donc, en fait, la calcémie descend tout de suite. Ça se corrige absolument tout de suite, mais la calciurie, elle met vraiment du temps à se corriger. Donc, si on gardait les enfants à l'hôpital le temps que ça se corrige, ils resteraient longtemps. Hein. Donc, c'est une maladie transitoire, c'est une maladie qui guérit, mais il faut savoir attendre. Et on va pas. C'est une maladie qui dure 4 à 6 mois, et on reprend pas la vitamine D avant tout ça. Donc, il faut attendre 4 à 6 mois avant de refaire un nouveau bilan et avant de reprendre la vitamine D qu'on reprend en général à mi-dose. Je vais juste avancer
Oui, je vais avancer pour dire que à peu près 10% de ces patients ont des formes génétiques. C'est pour ça que je disais qu'il fallait quand même, quand ça n'évolue pas correctement, il faut penser à la maladie génétique derrière. Comment on traite ces hypercalcémies du nouveau-né ? Alors, dans les formes des calcémies, je dirais modérées, moins de 3,4, vous voyez, la marge, elle est assez haute, hein, moins de 3,4 millimoles par litre, on arrête la vitamine D et on ne fait rien d'autre. Et dès que le rapport calcium-surcréate se normalise, on reprend la vitamine D. Quand on est au-dessus de 3,4, je dis 3,4, mais si vous préférez 3,2, vous faites 3,2. Hein. 3,4. Alors là, en revanche, on va commencer à traiter. Donc, c'est une maladie où on a trop de vitamine D, trop de calcitriol. Donc, on absorbe trop de calcium. Donc là, l'objectif du traitement, vous avez plusieurs façons de traiter. Soit vous enlevez le calcium, en fait, du coup, ça va guérir tout de suite. Donc ça marche très bien. On peut donner un lait sans calcium. Hein, donc si on donne du Locasol, par exemple, ça baisse la calcémie assez rapidement. C'est une très bonne façon de traiter ces maladies-là. Je l'aborde là après. Donc on peut donner un lait sans calcium. L'autre façon, c'est d'utiliser les médicaments dont on a parlé tout à l'heure. C'est d'utiliser des médicaments qui bloquent la transformation de la 25 en 1,25. Et donc, par exemple, le kétoconazole, ça marche très très bien. Ça arrête la production du calcitriol. Et après, donc on utilise ça pendant quelques semaines. Et puis après, on peut reprendre sans problème, une fois qu'on a passé la phase aiguë. Voilà, donc si vous ne savez pas trop, vous pouvez utiliser, il y a des recommandations pour toutes ces pathologies, des PNDS qui sont disponibles en ligne. Donc moi, je vous encourage à les lire. Ça, c'est très utile pour tout le monde. Ça a été vraiment fait pour ça. Donc en conclusion, le rachitisme carentiel, ça existe toujours. C'est un problème de santé publique avec une morbimortalité évitable. Et la mesure de la PTH, c'est l'examen clé pour arriver à s'en sortir dans les situations d'hypo et d'hyper. Voilà. Et donc j'espère que j'ai pas été trop longue sur. Et il faut savoir penser à la maladie rare dans ces maladies du calcium. Hein. Mais même si on s'en sort très bien avec des dosages de calcium, phosphore, PTH, vitamine D finalement. Hein. Voilà.